Bonjour Aymeric Caron. Bonjour Patrick. Ça y est, la nature s'est vengée. La nature s'est vengée, j'allais presque dire, grâce à ce Covid, grâce à ce virus. Non mais vous ne vous réjouissez quand même pas du virus, Aymeric? Non, je le dis en introduction de ce livre, s'il n'était si meurtrier, ce virus pourrait me faire plaisir. Donc évidemment, je mets en avant le fait que je regrette les très très nombreuses victimes, puisqu'on est maintenant à 30 000 morts en France, plus de 450 000 dans le monde. En revanche, je pense que ce virus nous a apporté quelque chose, nous a en tout cas lancé un avertissement extrêmement intéressant. C'est-à-dire que c'est la nature qui se venge. Oui, carrément. alors, bien évidemment, c'est une manière de parler, c'est une formule, parce que dans l'idée de vengeance ou de revanche, le livre s'appelle « La revanche de la nature », on peut avoir cette idée que je défendrai une vision aristotélicienne de la nature pensante, la nature qui a un dessein, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Je joue un peu sur les mots pour simplement souligner le fait que ce qui vient de nous arriver n'est pas anodin et n'est pas non plus un hasard. C'est-à-dire on ne peut pas simplement dire « oui, mais ce sont des choses qui arrivent, voilà, et passons à autre chose ». C'est la conséquence de l'action humaine, c'est ça que vous voulez dire. Bien sûr, les virus, les épidémies, les pandémies sont favorisées très largement par l'action humaine. On sait que dans le cas de ce virus, donc ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire un virus qui est transmis d'un animal sauvage à un humain, il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en considération. En l'occurrence, la destruction des habitats naturels, donc la déforestation par exemple, qui va avoir comme conséquence de rapprocher les animaux des hommes. Forcément, à partir du moment où il commence à y avoir des relations non naturelles, eh bien ça va favoriser la transmission des agents pathogènes, et ce qui fait qu'un virus qui serait complètement anodin pour une chauve-souris, dans le cas présent, en revanche, peut devenir très dangereux pour l'humain. Et puis ensuite, il y a le traitement que l'on fait des animaux, puisque là, en l'occurrence, l'hôte intermédiaire, c'est-à-dire l'animal qui a permis à ce virus de passer d'une chauve-souris à un humain, semble être un animal qui, lui, était ramené sur un marché d'animaux sauvages, en Chine notamment, où, là encore, les animaux sont extrêmement maltraités, tués sur place avec des fluides qui se mélangent entre autres animaux qu'on peut évidemment choper en étant un humain, qui manipule l'animal. Mais on trouve également ce phénomène de diffusion favorisée des virus dans les élevages intensifs. Oui. On a vu des pandémies démarrer ces dernières années dans des grands élevages en Occident. Ça veut dire que si on changeait d'attitude, si on changeait le rapport à la nature, j'allais presque dire, comme vous le dites, si on rééquilibrait ce rapport, il n'y aurait plus de virus. Non, les virus existent depuis 3 ou 4 milliards d'années, c'est-à-dire un peu plus de 3 milliards d'années, depuis les origines de la vie quasiment. Ils ont même joué un rôle essentiel dans l'évolution de la vie, un rôle très favorable en réalité, puisqu'ils sont à l'origine par exemple de l'apparition des cellules complexes, des cellules à noyaux, ils sont à l'origine de l'apparition du placenta, ce qui a permis donc l'apparition des mammifères, et donc de nous, humains. On doit, nous, notre apparition sur Terre au virus. Les virus font partie de la nature. Ils font partie de la nature, vous en avez dans votre corps, j'en ai moi aussi, il y en a partout, et pour beaucoup d'entre eux, ils sont complètement inoffensifs et ils jouent même un rôle très positif. En revanche, il arrive que certains d'entre eux soient dangereux. Mais par contre, les premières épidémies qui touchaient les humains sont apparues à l'époque du néolithique, c'est-à-dire au moment où nous avons constitué les premiers élevages. Et c'est donc bien dans notre manière d'obliger des animaux à certaines relations extrêmement proches avec les humains, dans des conditions sanitaires tout à fait relatives, que nous favorisons bien évidemment l'émergence des pandémies. Oui, alors vous racontez dans ce livre, c'est 27 leçons que vous tirez finalement des conséquences de cette crise à travers une sorte de journal, jour après jour. On voit le bilan des victimes s'allonger, l'ambiance qui se passe à ce moment-là. Vous écrivez, Aymeric, vous êtes confiné, comme tout le monde à ce moment-là, vous vivez cela, et vous avez des réflexions où vous vous dites, au fond, on devrait en tirer des conséquences. Oui, parce que la crainte, c'est que on a, nous, connu principalement 2 crises. La crise sanitaire, bien évidemment, comment on fait face à ce virus pour faire en sorte qu'il fasse le moins de victimes possible, donc d'où le confinement et tout un tas d'autres mesures, dont certaines sont encore en vigueur aujourd'hui, ici même, par exemple, mesures barrières et ainsi de suite. Et puis la crise économique, évidemment, qui nous est tombée dessus juste après, et à laquelle on doit faire face aujourd'hui, avec une situation catastrophique pour beaucoup de gens qui ont été privés de leur travail, de leur activité rémunératrice, en France et dans le monde entier. Ça, ce sont 2 choses fondamentale. En revanche, il me semble que dans le débat, on oublie l'essentiel, c'est-à-dire l'origine, la cause de cette pandémie. Et il se trouve que la cause de cette pandémie, c'est la crise écologique. Oui. C'est notre traitement du vivant. Oui. Et je dis aussi, attention, là, c'est une pandémie, c'est un virus qui nous touche. Il y en aura d'autres, on savait, les pandémies, il y en a de plus en plus depuis 20 ou 30 ans.
en raison notamment de notre manière de traiter le vivant, de détruire les forêts en grande partie. On sait qu'il y en aura d'autres qui seront peut-être plus meurtriers que celui-ci, mais c'est surtout que ce signe-là, cette pandémie, c'est un signe parmi d'autres de cette crise majeure à laquelle nous devons faire face aujourd'hui et qui s'exprime notamment à travers le réchauffement climatique. Oui. Le réchauffement climatique qui lui-même favorise les virus. Parce qu'en raison du réchauffement climatique, le permafrost, c'est-à-dire la couche gelée du sol, qui recouvre une grande partie des territoires sur cette planète, est en train de fondre. Il se trouve que dans ce permafrost, il y a des bactéries et des virus qui sont congelés et qui pourraient tout à fait reprendre vie. Alors, une chose que vous dénoncez parmi d'autres, c'est cette façon qu'a eu notamment le gouvernement de dire, au fond, chacun est responsable de la propagation du virus et de faire en quelque sorte porter la culpabilité sur les individus, sur les gens, ce qui est arrivé. Oui, il y a eu un moment, ce discours très fort qui consiste à dire vous êtes tous, vous l'avez très bien dit, responsables de ce qui va se passer maintenant collectivement. Comme on peut accuser la fête de la musique de propager le virus, etc. Alors évidemment, on a tous une responsabilité, mais d'ailleurs en tout domaine, nous devons prendre soin des autres. Et ça, c'est un de mes grands discours. C'est pour moi l'un des points essentiels de la pensée que je défends. On doit toujours faire attention aux autres, être empathique, s'interroger sur les conséquences de nos actes. Donc bien évidemment, nous avons tous une responsabilité aujourd'hui à respecter certains comportements, mais il ne reste pas moins vrai que lorsqu'on doit faire face à une telle menace, il y a des décisions à prendre au niveau gouvernemental qui sont fondamentales. C'est même l'essentiel. Et vous dites que ces décisions n'ont pas été prises. D'une bataille. Non, elles ont été prises bien trop tard. On se retrouve avec un confinement parce que initialement, le gouvernement n'a pas pris les bonnes mesures, c'est-à-dire n'a pas fait faire de tests, tout simplement parce qu'on n'en avait pas. Il y a des laboratoires indépendants qui ont proposé leur aide très très rapidement en disant « moi je veux bien lancer des tests, aider les gens ». Il n'y a pas eu de réponse de la part du gouvernement, il n'y avait pas de masques. Alors après, on nous a raconté au départ que ces masques étaient inutiles et c'est pour ça qu'on ne les recommandait pas aux gens. Alors en réalité, on a compris très vite qu'en réalité, on n'était pas capable de les fournir. Mais simplement, Caron, est-ce que vous croyez à cette idée du monde d'après ? Alors vous ça, c'est encore une autre question officielle. On dit voilà, le monde d'après ne sera plus jamais le même. Non, je dis il faudrait qu'il ne soit plus le même. C'est-à-dire qu'on nous a parlé du monde d'après. Emmanuel Macron, le premier, en a parlé dans son discours. Et il a fait des promesses. Il a dit le monde d'après sera écologique. Il l'a redit dans un tweet il y a quelques semaines. Donc c'est un discours très fort qui est porté par les autorités elles-mêmes, mais qui en réalité ne le mettent absolument pas en pratique. Et l'une de mes craintes, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité écrire ce livre, l'une de mes craintes, c'était en effet que ce monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant, mais en pire. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, puisqu'on voit bien qu'au sortir du confinement, on a des financements qui sont donnés à Renault, à Air France, donc en tout cas à l'aéronautique, à l'automobile, rien pour le train, quasiment rien pour le vélo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait tirer les leçons de ce que nous venons de vivre en nous disant mais c'est vrai qu'on maltraite tellement le vivant que là, c'est une alerte incroyable, ça sera pire la fois prochaine. Donc prenons vite les mesures pour être à la hauteur de l'enjeu sur le réchauffement climatique et d'autres sujets, la disparition de la biodiversité, l'érosion des sols et ainsi de suite. Or, c'est exactement l'inverse qui est fait puisque, ça y est, on refinance toutes les industries polluantes en ne demandant quasiment aucune contrepartie en face. En ce qui concerne les droits sociaux, là aussi, la question de l'individu, de l'épanouissement personnel qui se pose parce que chacun d'entre nous a eu l'occasion de faire une pause, de s'arrêter, de se poser, de se dire mais quel est le sens que je donne à ma vie ? Là, j'ai du temps pour réfléchir, pour me poser, pour vraiment savoir ce que je veux. Cette question-là n'est absolument pas mise sur la table aujourd'hui. C'est la question de l'épanouissement personnel. Moi, je pense que tout à coup, on a retrouvé du temps pour les autres, par exemple. On a retrouvé du temps pour la famille. Or, qu'est-ce qu'on nous dit en sortir de confinement ? On nous dit, c'était intéressant ce temps qu'on a eu pour lire des livres, pour s'occuper de sa famille, pour passer du temps pour nouvelles les amis, pour peut-être s'intéresser à une activité culturelle qu'on a pu développer sur Internet, comme si on avait vécu une forme de décroissance. Une forme de décroissance, absolument. Et on pourrait se questionner sur ça. Et en sortir de confinement, on nous dit quoi ? Il faut travailler plus. Non, il ne fait plus 40 heures, si vous pouvez en faire 42, 43, c'est mieux. On va vous payer moins. Donc, c'est paupérisation accrue. Enfin, on fait exactement l'inverse de ce qu'il conviendrait de faire en ce moment. Donc vous pensez que le monde d'après sera le même que le monde d'avant ? Hélas, oui, je vois tout simplement se dessiner un monde d'après qui est encore plus terrible parce que comme on a perdu 10 points de PIB sur l'année, eh bien on nous explique qu'il faut vite les rattraper. Donc on a des ministres qui nous disent vous avez de l'épargne, allez vite la dépenser dans les magasins, il faut vite produire, il faut vite consommer, il faut relancer l'économie. C'est comme si on n'avait pas compris que c'est justement l'hyperconsommation, l'hyperproduction, l'hyperexploitation de nos ressources et de notre planète Terre qui ont provoqué notamment la situation dans laquelle on s'est trouvé. Donc tout ce qu'on est en train de mettre en place va exactement dans le sens inverse de ce que la sagesse nous indiquerait de faire. Merci beaucoup, Aymeric. Merci, Caron. Patrick. La revanche de la nature, 27 leçons pour le monde d'après. Je voudrais quand même un mot sur les EHPAD, parce qu'on en a un peu parlé, et vous en parlez dans ce livre.
quand vous dites, effectivement, c'est 3 000 € par mois, et au fond, vous mettez en cause l'organisation de ces lieux qui ont concentré une grande partie des décès. Là encore, il y a un scandale national qui est qu'aujourd'hui, le sort des aînés, le sort des gens, des plus vieilles personnes qu'on ne peut pas forcément garder dans sa famille pour des tas de raisons, parce qu'on travaille, etc., eh bien, est laissé au privé. Donc on a vu des grands groupes, je cite un grand groupe en particulier, dans lequel on a constaté que les personnes âgées étaient laissées mourantes, vraiment mourantes, c'est-à-dire sans soins, puisque le SAMU ne venait plus chercher les personnes âgées dans les EHPAD lorsqu'elles étaient malades. Non, pourquoi ? Parce qu'on a fait le choix de la rentabilité. Oui, il y a le choix. Et ce sont des EHPAD qui rapportent énormément à ceux qui les dirigent, aux actionnaires, qui coûtent très très cher pour les familles qui y mettent des personnes. Et on a constaté à l'occasion de cette crise sanitaire qu'il n'y avait pas du tout un soin à la hauteur de l'investissement financier que tous les gens mettaient, et puis de l'investissement aussi personnel humain, parce que lorsqu'on confie sa grand-mère, sa mère à un établissement comme celui-ci, on s'attend bien évidemment à ce que cette personne soit extrêmement bien traitée, on le souhaite tous. Et là, on a vu des personnes âgées qu'on a complètement laissées mourir, en disant on ne leur laisse même pas la chance d'aller dans un hôpital, d'avoir accès à un lit, à un réanimateur, c'est impossible. Et c'est un scandale absolument effarant. Merci beaucoup, Aymeric Caron. La revanche de la nature, 27 leçons pour le monde d'après, publié chez Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.